Nous allons d'abord parler de la Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan tenté par une alliance avec le parti au pouvoir, le RHDP. Alger veut rejoindre le groupe des BRICS. Et puis aux États-Unis d'Amérique, les principaux enseignements des élections de mi-mandat. Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître, bonjour, vous allez bien? Très très bien, merci Michel. Cela fait des mois que les spéculations vont bon train sur un éventuel rapprochement entre le Front populaire ivoirien FPI, présidé par l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo entre 2000 et 2003, Pascal Affi-N'Guessan, et le Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, le RHDP au pouvoir. Désormais, l'entente est assumée. Nous envisageons une alliance avec le RHDP, glisse Isiaka Sangaré, le secrétaire général du Front populaire ivoirien. Nous attendons que les choses se mettent en place. Mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes optimistes, ajoute-t-il. Alors, Maître Éric Emmanuel Sosa, on a déjà vu des rapprochements entre le RDR et le FPI, entre le RDR et le PDCI, le RDR et le PCI de Mabry-Touakeuse. Mais ce rapprochement, il n'est pas surprenant quand on voit depuis quelque temps les démarches de l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Non, ce n'est pas surprenant parce que après tout, on ne peut pas reprocher à un homme politique de la carrure de Pascal Affi-N'Guessan qui, rappelons-le, a gardé la maison pendant que le père fondateur, la figure totémique du FPI, était embastillé à La Haye et que sa femme, autre figure non moins tutélaire, était également empêchée politiquement de prendre part au débat politique. Donc, quelque part, aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que le divorce entre lui-même et Laurent Gbagbo est aussi consommé parce que il y a eu des différends et Laurent Gbagbo, quelque part, lui a fait une dribble. Il lui a laissé le FPI, il a créé un nouvel appareil. On sait dans quelles conditions très douloureuses cette séparation a eu lieu. Donc aujourd'hui, quelque part, il joue sa survie politique et il est compréhensible en politique qu'il cherche de nouveaux ralliements pour pouvoir subsister, on va dire, politiquement. Parce que, après tout, aujourd'hui, Affi-N'Guessan sans Gbagbo, on va dire ce n'était rien. Mais le FPI sans Affi-N'Guessan, pendant que Gbagbo n'était pas là, n'aurait rien été non plus. Donc, quelque part, on ne peut pas, comme on dit, le multiplier par zéro et considérer qu'il est totalement insignifiant. Il doit continuer à peser. En tout cas, c'est son ambition. Il pense qu'il doit continuer à peser dans le débat politique ivoirien. Bon, souhaitons-lui bonne chance. Mais il n'y a rien à dire de plus que ça, parce qu'après tout, ce n'est pas non plus une grande manœuvre stratégique qui va mouvoir des hordes de suffragants sur son nom au détriment du clan Gbagbo, non plus. Il ne va pas y avoir, disons, une saignée du clan Gbagbo. Donc il a avisé de ses chances et a préféré plutôt se rallier au pouvoir RDR ou RHDP. Bon, c'était pareil, RHDP et RDR, ça aussi c'était un alliage. Ouais. Vous voyez, bon, aujourd'hui, quelqu'un avait dit que c'était un mariage de la carpe et du lapin. Aujourd'hui, un probable ralliement de Affi-N'Guessan au RHDP, pour moi, c'est cautère sur jambe de bois. Alors, maître, le RHDP élu va profiter de, si on peut le dire, de l'étiquette FPI pour mieux avancer sur la scène politique ivoirienne. Oui, c'est une prise de guerre. Mais seulement aujourd'hui, le contenu du FPI sans Gbagbo, Laurent et sans Simone Gbagbo, il est quand même sacrément émietté. Vous voyez, c'est un peu miteux. C'est un FPI miteux qui se rallie au RHDP pour pouvoir subsister. Bon, c'est un peu comme ça que la chose se présente et il faut
faut pas en faire un grand cas. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de gloser davantage là-dessus. Ça fait partie des petites vicissitudes politiciennes. Et bon, après tout, c'est pas une grande affaire, quoi. Hein. Alors, maître, on va aller un peu plus loin. On a vu Charles Blé Gouté ces derniers temps. On a plutôt vu Afin Guessan qui a rendu visite à maintes reprises à Charles Blé Gouté à La Haye. On voit leur proximité parce que pour certains, le divorce est consommé entre l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Gouté, même si on ne le dit pas officiellement. Est-ce qu'on peut anticiper en disant que le retour de Charles Blé Gouté le 26 novembre prochain, lui aussi va prendre la direction peut-être de Pascal Afin Guessan, même si on sait qu'il a son parti également, le COJEP. Bon, bien malin qui pourrait faire ce pronostic. Honnêtement, je ne m'y risquerai pas. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des choses que l'on peut supputer, mais qui ne relèvent que de la pure spéculation. Vous voyez, ça ne serait pas plus surprenant que ça, après tout. Vous voyez, il s'agit pour ces gens-là de continuer à vivre politiquement. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un comme Pascal Afin Guessan, sur les 30 dernières années de sa vie, n'a fait que de la politique. Bon, quelqu'un comme Blé Gouté, sur les 20 dernières années de sa vie, n'a fait que de la politique. Donc, quelque part, dans n'importe quel métier, avec 20 ans d'expérience, on devient un cadre, on espère de qualité, et on devient en tout cas un cadre incontournable. Si c'était dans une entreprise, ils sont prédisposés à prendre les rênes. Donc en politique, c'est à peu près la même chose, sauf que les munitions et les armes ne sont pas les mêmes que dans la vie de l'entreprise. Mais bon, quelque part, on ne peut pas leur reprocher non plus, après avoir été, disons, les gardiens du temple, pour Charles Blé Gouté, après avoir fait la traversée du désert ensemble avec le chef, aujourd'hui revenu aux affaires, mais plus dans les bonnes grâces du chef, de chercher à faire cavalier seul ou de chercher à trouver de nouvelles alliances pour pouvoir avancer. On dit seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc il veut peut-être aller plus loin, il peut avoir envie d'aller plus loin. Je ne me prononce absolument pas pour lui, mais là ici on fait de la pure spéculation politicienne qui n'engage que nous deux qui parlons et qui évoquons ce sujet. On ne sait même pas dans quelle disposition d'esprit il va arriver. Et puisqu'il prône le pardon et la réconciliation, c'est son nouveau credo, il est tout à fait possible que ce soit lui qui soit l'instigateur d'une réconciliation possible entre lui-même et Laurent Gbagbo. Parce qu'après tout, il ne peut pas faire la réconciliation avec ceux qui étaient ses ennemis d'avant et ne pas être capable de se réconcilier avec ceux qui étaient ses amis. Donc, quelque part aussi, il y a un challenge politique là-dessus. Donc, je pense honnêtement que le moment venu, on appréciera, on verra d'abord dans quel état d'esprit il est rentré. Et sincèrement, je ne serais pas étonné qu'il ait envie, lui aussi, sous le bénéfice de la réconciliation, parce que la réconciliation, ça y est, elle permet tout. Elle permet toutes les audaces et toutes les lâchetés. Et au nom de la réconciliation, on peut absolument tout faire, et on peut tout se permettre, et on peut tout excuser. Parce qu'il s'agit de réconcilier, donc on veut que même les actes les plus impardonnables soient acceptables et finalement pardonnés. Donc, après tout, pourquoi pas ? Alors, maître, encore deux questions sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui la version des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo qui sont aujourd'hui au sein du PPACI, qui disaient déjà que Pascal Afin Guessan était en train de jouer le jeu du parti du président Alassane Dramane Ouattara? Ils l'ont toujours dit, et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il y a eu cette scission. Il y a eu effectivement une scission entre le FPI et le PPACI. Enfin, non, pardon.
La création du PPACI a été la conséquence de la séparation de corps et d'esprit politique entre Laurent Gbagbo et le FPI qu'il a trouvé. Le FPI, dirigé par Affi N'Guessan, était, d'après Laurent Gbagbo, méconnaissable d'un point de vue idéologique. Et au niveau des caciques qui le tenaient, il y avait énormément de disparités d'approche et qui signaient des dissensions profondes. C'est la raison pour laquelle il a préféré créer autre chose pour pouvoir finalement déployer son nouvel évangile politique. Donc, quelque part, il n'y a pas de... Alors, maître, est-ce que selon vous, le président Alassane Ouattara est en train de préparer le chemin pour le deuxième mandat de sa nouvelle République? Bon, vous avez toujours des questions intéressantes et finalement très embarrassantes. Elles sont embarrassantes pourquoi? Parce que je crois qu'on l'a dit suffisamment ici. Je suis ennemi de façon irréductible d'un probable quatrième mandat de Alassane Ouattara. Donc tout ce qui est possible à faire juridiquement, politiquement pour le combattre, j'en serai partisan. Maintenant, dire que il se rallie toutes ces comment dire, toutes ces puissances politiques pour se donner les moyens d'un quatrième mandat, est quelque chose que je ne suis pas prêt à partager. Je ne suis pas d'accord qu'il fasse cela. Ce serait bien qu'il libère la Côte d'Ivoire de l'hypothèque Alassane Ouattara, parce que le RHDP, après tout, c'est un appareil politique qui peut survivre à Alassane Ouattara. Alors pourquoi est-ce que tout le temps, il faut encore qu'on paye un tribut particulier à Alassane Ouattara? Il a beaucoup de talent, il l'a démontré. Son talent politique, c'est d'avoir réussi un tour de force, de prendre le pouvoir par la force et de faire croire au monde entier qu'il est un démocrate. Bon, il l'a fait en truandant un troisième mandat. Parce que ce troisième mandat est une pure truanderie. Après nous avoir dit qu'il avait des successeurs, il nous dit à la mort de Gon que finalement, en dehors de Gon, il n'y a personne. Et puis finalement, il a trouvé d'autres talents et maintenant, il nous dit encore que ces talents-là ne sont pas suffisants. Ils sont dignes d'être ses collaborateurs en dehors de Gon, mais aucun parmi eux n'est capable de prendre les rênes de la Côte d'Ivoire et le diriger en tant que président, en dehors de lui. Mais c'est faire injure à toutes ces intelligences. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je dis, tout ce qui peut être fait, et politiquement et juridiquement, pour empêcher cela, parce que ce sont des actes politiques qui fragilisent l'Afrique. C'est comme ça qu'on fait les lits des coups d'État. Il faut éviter ça à la Côte d'Ivoire. Allez, maître, on va quitter Abidjan. Donc, pour Alger, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a évoqué dimanche 31 juillet dernier au soir la possibilité que l'Algérie adhère aux BRICS. Les BRICS nous intéressent car ils permettent de s'éloigner de l'attraction des deux pôles, a déclaré le chef de l'État dans un entretien télévisé. Il constitue une force économique et politique, a-t-il ajouté. L'idée est toujours là, l'Algérie veut rejoindre les BRICS. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas, malgré la taille de son économie, parce que le PIB de l'Algérie est aux alentours de 165 milliards de dollars par an. Le dernier pays des BRICS, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, tourne autour de 480 milliards de dollars. Après tout, il n'y a rien de choquant à voir la candidature de l'Algérie. Seulement, on a l'impression que ici, c'est la grenouille qui veut se faire bœuf. Pourquoi? Mais parce que, d'abord, au-delà des ressources naturelles, il faut avoir autre chose à offrir. Les pays qui constituent les BRICS ne sont pas des pays qui sont connus uniquement pour leurs matières premières.
Or, s'agissant de l'Algérie, principalement, en dehors de la matière première ou des matières premières, il n'y a pas autre chose, par le pétrole et le gaz. Quand on parle de la BRICS, on est quand même dans la proximité de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de la Russie et de l'Afrique du Sud. La Russie est une puissance militaire, l'Afrique du Sud est une puissance économique qui a une ingénierie industrielle qui a fait sa réputation, avec ça aussi une force d'attraction touristique que l'Algérie n'a pas. Bon. La Chine ne peut pas souffrir quelque comparaison que ce soit avec aucun des autres candidats ou des autres membres des BRICS. L'Inde, je ne ferai pas l'injure à l'Inde de dire qu'il n'a rien à offrir. L'Inde est une puissance industrielle et nucléaire. Alors, à côté de tout cela, l'Algérie se porte candidat. C'est une belle ambition, mais avec quels arguments? C'est ça la question. Qu'est-ce que l'Algérie a à offrir en tant que membre des BRICS? Je suis content parce que ça fait un deuxième pays africain. Après l'Afrique du Sud. Oui, après l'Afrique du Sud. C'est le deuxième pays africain des BRICS. Parce qu'il en faudrait peut-être d'autres. Mais il faut qu'on ait des choses à proposer au reste du monde. Parce que les BRICS, c'est une alternative à l'hégémonie du G8, qui se veut omniscient, superpuissant. Ça réunit les pays les plus riches du monde. Bon, pour faire pendant au G8, il faut avoir des arguments beaucoup plus aussi solides que j'ai du gaz et du pétrole. Alors après tout, pourquoi pas l'Arabie Saoudite à ce moment-là, s'il s'agit que de gaz et de pétrole? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je dis, bon, cette candidature, elle est enthousiasmante, parce qu'elle est une candidature africaine. On devrait l'accompagner avec davantage de ferveur. Mais bon, si le seul élément positif de la chose, c'est que c'est un pays africain, c'est un peu court. C'est la raison pour laquelle je dis, avec ses 165 milliards de PIB, l'Algérie n'est pas le candidat le plus pertinent. Voyez-vous? On me dirait le Nigeria. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a autre chose. Mais le Nigeria souffre un peu de sa mauvaise réputation. Sinon, le Nigeria pouvait être un candidat sérieux et d'une africanité, on va dire, beaucoup plus soutenable. Parce que, bon, l'Algérie, c'est beaucoup d'autres choses aussi. L'Algérie a connu des débordements politico-religieux, il n'y a pas très longtemps, qui ne sont pas de nature à renforcer ses capacités à tenir la route à côté de géants potentiels ou réels, de vrais dragons finalement d'Asie, comme la Chine et l'Inde, comme on dit. Ouais, voilà pourquoi je mets un bémol. Mais bon. Alors, le président Tebboune a participé, c'était fin juin dernier, par visioconférence au sommet des BRICS. Il avait mis en avant l'approche de l'Algérie concernant l'impérative instauration d'un nouvel ordre économique, vous l'aviez dit, maître, où régneront parité et équité entre pays. Il a parlé de la parité et de l'équité entre les pays. Oui, mais alors, je viens tout à l'heure de dire, à l'intérieur même des BRICS, où se trouve la parité et l'équité entre l'Algérie, la Chine ou l'Inde. Voyez-vous? Non. C'est-à-dire que, en fait, on va dire, c'est comme une équipe des deux qui veut jouer en première ligue. C'est une ambition tout à fait saine, mais il faut en avoir les moyens. Vous voyez? Alors, on va quitter Alger pour les États-Unis d'Amérique après une campagne opposant deux Amériques irréconciliables. Les unes ont parlé aux États-Unis d'Amérique. Si les résultats définitifs ne sont pas encore connus,
Le nombre de bulletins exprimés permet de se faire une première idée du paysage politique américain au lendemain du vote. Les républicains devraient obtenir la majorité à la Chambre des représentants, tandis qu'au Sénat, les résultats sont encore très serrés pour justement confirmer un résultat définitif. Maître, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, il n'y a pas eu de vague républicaine comme c'était prédit. Oui, comme c'était prédit et comme on pouvait le craindre. Parce que en réalité, cette probable vague rouge aurait été très problématique pour le mandat de Joe Biden. Mais bon, après tout, vous savez, le problème n'est pas tellement le mandat de tel ou tel. Le problème, c'est comment l'Amérique est gouvernée désormais et d'où l'Amérique est gouvernée. C'est ça le vrai drame. Et pour ce pays qui compte beaucoup dans le monde, qui est cher à mon cœur pour beaucoup de raisons, il y a toujours cette insatisfaction permanente au niveau des curseurs de la démocratie véritable. Quand on nomme des juges plutôt en raison de leur idéologie politique que seulement en raison de leurs compétences. Attention, ce sont des gens qui sont extrêmement compétents à la base. Mais ce qui est l'élément le plus déterminant, c'est leur idéologie politique. Et c'est le président qui projette au sein de la Cour suprême sa vision du monde, enfin, en tout cas sa vision du monde et des États-Unis. Et c'est toujours cela qui me gêne, parce que ce sont justement les membres du Congrès qui valident certaines décisions des présidents. Et malheureusement, selon que le président est soutenu par la majorité au Congrès, ces décisions-là ont des chances de passer comme une lettre à la poste ou d'être contestées. Et on a tout le temps, par la technique du filibuster, des débats homériques qui n'en finissent jamais. Et finalement, on a des présidents qui ont du pouvoir théorique, mais finalement n'ont aucun moyen de l'exercer. Et c'est ça qui est à craindre. C'est pas tellement pour M. Biden, c'est plutôt pour l'Amérique qui, aujourd'hui, est confrontée à des enjeux majeurs. La crise climatique et la récession économique dans laquelle nous rentrons sont des enjeux majeurs. Et ces enjeux-là, ce n'est pas avec de l'idéologie seulement qu'on va les gagner ou les relever. Et le challenge auquel le pays est confronté aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression qu'il est en train d'être mis de côté au profit d'un débat politique stérile entre des démocrates et des républicains qui continuent de projeter surtout entre Joe Biden et Donald Trump finalement. Ça ressemble à ça, oui. Un Donald Trump qui est inconsolable d'avoir perdu le pouvoir, un Joe Biden qui se demande encore ce qu'il va en faire de son pouvoir. C'est ça le vrai souci qu'on a. Et pourtant, il travaille tous les jours. C'est un travailleur acharné qui est très mauvais en communication, contrairement à Donald Trump, qui est un champion de la com, mais un feignant de la première espèce. Alors, maître, on peut retenir des victoires côté démocrate très importantes, des victoires importantes. Alors, ils sont parvenus à conserver le siège de gouverneur de l'État de New York, par exemple, un de leurs bastions. Oui, ce n'était pas gagné. Mais bon, aujourd'hui, on est encore... vous voyez, en Floride, la Floride s'est enquistée dans le Parti républicain. Pourquoi? Simplement à cause de la population de la Floride, composée majoritairement d'immigrés cubains, qui, par pure idéologie anti-castriste et anticommuniste, se jettent corps et âme dans les bras du Parti républicain. Donc le débat n'est pas à armes égales en fin de compte. Et Donald Trump est résident de Floride et il a travaillé énormément le terrain
pour faire gagner la Floride au Parti républicain. Bon, c'est autant d'exemples. Autant d'exemples comme en Californie, par exemple, où Nancy Pelosi est réélue. Oui. On sait comment sa campagne a été maillée aussi, où son mari Paul a été agressé. Etc. Bon, mais bon, la Californie, elle est souvent une blue state emblématique. Elle est rarement républicaine. Depuis ces 30 dernières années, la Californie a régulièrement reconduit des représentants et des sénateurs démocrates. Mais quelques gouverneurs, Arnold Schwarzenegger par exemple, a été le dernier gouverneur républicain de la Californie. Alors, même cas dans le Minnesota où Greg Angy conserve son siège qui figurait pourtant parmi les meilleures chances de récupération chez les républicains. Eux, ils ont un peu perdu, si on peut le dire, entre griffes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont joué à se faire peur, les démocrates. Il faut dire que le débat n'était pas finalement très intéressant parce que le projet des démocrates, il était plus axé sur des questions qui relèvent des fondamentaux du parti des démocrates, c'est-à-dire le droit à l'avortement. On était dans la nostalgie de Roe v. Wade. Mais il y a d'autres choses aujourd'hui qui préoccupent les Américains. Et pas tellement ça. C'est pour ça qu'on avait l'impression que la campagne des démocrates était un peu essoufflée. Mais bon, le résultat des urnes montre que finalement, ils n'ont pas démérité, même si la campagne n'était pas suffisamment percutante. Il y a eu quand même une réaction de la population et des électeurs. Ils se sont dit non, on ne va pas laisser faire. C'est plutôt ça qui a permis de gagner quelques bastions encore, de conserver quelques bastions. On en a gagné très peu au final. Hein. Maître, on aura le temps de revenir amplement sur les résultats de ces élections au pays. De l'oncle Sam, ça nous intéresse beaucoup. Et comme vous l'aviez dit, on sait que vous êtes accroché à ce pays. Merci infini à vous, Maître Éric Emmanuel Sosa. Vous êtes un célèbre avocat au barreau du Togo. Avec vous, on a parlé de la Côte d'Ivoire où le FPI de Pascal Affi-N'Guessan est tenté par une alliance avec le RHDP au pouvoir. Alger veut rejoindre le groupe des BRICS. Et puis aux États-Unis d'Amérique, les principaux enseignements des élections de mi-mandat. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour votre émission Regard croisé.